vous dis qu'on trouve de tout à l'expo de Clarence Rockland, on trouve de tout. Même les services d'une esthéticienne. Vous avez besoin de vous faire une beauté, vous faire un petit massage de pied, faire allonger vos ongles, pédicure, manicure. Je suis convaincu, Stéphanie, que tu offres tous ces services à ta boutique. Oui, exactement. J'offre l'épilation à la cire, au laser, des faciales. On spécialise surtout dans les soins visage. Donc, je travaille avec une ligne de produits haut de gamme, Nelly Diverse. Donc, ça couvre vraiment plusieurs types de peau. Donc, je peux traiter différents types de peau à mon institut. Puis, j'offre également les manicures, des massages californiens, de la réflexologie, des massages aux pierres chaudes. Donc, j'ai une gamme, un vaste choix de services. D'accord. Et tu fais ça de chez toi à présent, je crois. Oui, exactement. Ça fait 1 an et demi que j'ai ouvert mon salon d'esthétique chez moi. Dans mon sous-sol, je me suis fait une petite salle d'esthétique avec un salon d'attente. Donc, c'est très accueillant, chaleureux. C'est très relaxant, en plein cœur de Hamune. Donc, c'est la campagne. C'est bien. C'est pas tout à fait, excusez-moi, pas tout à fait la ville, mais... Non, loin de là. Puis, je te taquinais. Oui, je suis entourée de champs de fermiers, donc c'est très relaxant. Oui. Et tes heures de service, c'est quoi? Je suis ouvert les lundis, mardis, jeudis, de 9h à 10h. Excuse-moi, de 10h à 9h le soir. Donc, je suis très flexible. J'en fais durant la journée, en soirée, parce que je sais que plusieurs des gens, c'est mieux en soirée, donc jusqu'à 9h le soir. Et est-ce que tu travailles vendredi? Pas pour l'instant, parce que je travaille encore à l'autre endroit. Mais graduellement, j'aimerais ça être temps plein chez moi. Oui. As-tu un site web, numéro de téléphone où les gens peuvent te rejoindre? Oui, j'ai un site web, c'est www.ocdtemps.com. Donc, les gens peuvent aller voir sur mon site. C'est vraiment, là, il y a tous les services. Elle explique chacun des services, les produits que j'utilise, un peu ma biographie aussi. Puis, mon numéro de téléphone, c'est le 613-915-2672. D'accord. Donc, là-dessus, je vais te souhaiter bonne chance. Oui, bien, merci. Et, je trouve ça intéressant de voir que les gens ont le goût de développer un commerce comme celui-là. Oui. À partir de chez eux. Oui. Et voir où ça va mener. Exactement. Donc, bonne chance. Merci. Merci. Quand je vous dis qu'on trouve de tout à l'expo, c'est parce qu'on trouve de tout. On a vu des avocats, des compagnies d'assurance, des gens qui font du paralegal, des gens qui font des services esthéticiennes, même les OPP sont ici. Mais ce qu'on n'a pas vu encore, ce sont des gens spécialisés dans l'immeuble. Il y a un courtier en immeuble qu'on entend souvent son nom, et c'est nul autre que M. Brunet. Donc, j'ai le plaisir de vous le présenter. D'ailleurs, je cherche sa première dame, je vais l'oublier. Steve. Comment ça va, Steve? Enchanté, ça va très bien, toi? Ça va très bien. Good. Donc, toi, ça fait combien d'années que tu es en immeuble? Ça va faire au-dessus de 10 ans que je fais de l'immobilier dans la région de Clarence Rockland. Wow! Oui. Et aujourd'hui, tu es ici pour encore faire la promotion de ta franchise? Encore faire la promotion de ma franchise et puis de notre équipe, l'équipe de Steve Brunet. Donc, on se tient assez actif dans la région. Donc, on ne veut pas perdre le momentum et puis on est ici pour continuer à rencontrer nos anciens clients, des nouveaux clients et puis faire sûr qu'on reste toujours visible dans la communauté. Et tu as combien de courtiers qui travaillent pour toi ou font partie de ton équipe? Dans mon équipe, on est 3 et puis pour Realty Executive, on est une 12aine d'agents. Donc, on a une très bonne présence dans la communauté. Je suis sûr que vous voyez bien des pancartes bleues avec notre signe de Realty Executive. Oui, on reçoit par la poste, puis etc. Oui, exactement. Donc, les maisons présentement, oui. Parce que j'écoutais pas un courtier en immeuble, mais un courtier en hypothèque parler, il disait que les maisons, la vente à Ottawa, ça va ralentir. Dans Clarence Rockland, est-ce que c'est pareil? Il y a eu un petit ralentissement dans Clarence Rockland. Il y a eu des petites pressions baissières, mais vraiment minimes. La communauté, c'est une très belle communauté. Donc, les gens y achètent, ils vendent pareil. Qu'est-ce qu'on a vu, c'est que le cycle de vente peut être un petit peu plus long que ce que c'était 3-4 ans passés.
Donc, ça prend un petit peu plus de temps à vendre la maison, mais à part de ça, les valeurs se maintiennent assez bien. Et puis, le marché fait très bien. Donc, puis on est encore abordable à comparer d'Ottawa. Les gens vont beaucoup économiser à comparer d'acheter Ottawa-Orléans. Il y a des bonnes aubaines à être faites à Clarence-Rockland. Une maison, la moyenne en termes de durée de temps pour une maison sur le marché présentement, c'est quoi? Rockland, on regarde à peu près 60-63 jours sur le marché. Ça, c'est dans le marché du printemps. Donc, c'est sûr, si vous mettez votre maison à vendre au mois de novembre, bien là, le temps peut être plus long à cause, il y a 60 % des transactions qui se font entre février puis le mois de juin. Donc, c'est là que la majorité des maisons se vendent. Mais ils se vendent au courant de l'année, c'est juste que le 60 jours est plus applicable dans le marché du printemps. D'accord. Est-ce qu'il y a des catégories de prix qui se vendent plus que d'autres? Oui, définitivement. Clarence-Rockland, le meilleur price range, ceux qui se vendent le plus vite, ça serait entre 2,50 à 3,50. Ça, c'est un prix qui est très en demande. Après ça, les maisons qui sont un peu plus grosses, ils se vendent pareil très bien. C'est juste qu'il y a moins de demandes. Ça prend un petit peu plus de temps à vendre. Mais il y a un peu de tout à Rockland. On peut trouver un beau petit condo pour 215 220 000. Et puis après ça, une belle maison unifamiliale dans un quartier mature pour les 250. Un bungalow flambant neuf dans le village Morris pour 315, 320 et plus. Donc, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets. Et ça roule relativement mieux qu'Ottawa, d'ailleurs. C'est ce que j'entends. Bien, ça va bien. Écoutez, Ottawa, c'est sûr, c'est un plus gros marché. Il y a eu des ralentissements à Ottawa, mais quand il y a des ralentissements, des fois, c'est certaines pochettes. Et puis, nous aussi, l'année passée, on a eu un ralentissement dans Clarence-Rockland, mais cette année, on voit un petit regain, plus d'activité. Il y a beaucoup plus d'inventaire pour les acheteurs, donc c'est un bon temps aussi pour les acheteurs. Il y a un petit peu plus de sélection qu'il y avait 3-4 ans passés. Donc les choses, l'avenir est prometteur. L'avenir est prometteur. On a une très belle communauté ici à Clarence-Rockland. On a sur le bord de la rivière. On a un très beau terrain de golf. On a des résidences. On a des centres d'achat, pas des centres d'achat, mais des gros commerçants comme le Canadian Tire, Walmart. On a un peu de tout pour garder la communauté ici à Clarence-Rockland. Puis moi, j'habite à Clarence-Rockland, donc je crois beaucoup dans la région. Et puis, c'est une très belle communauté pour élever nos enfants. Donc, c'est vraiment une communauté en croissance. Bon, ben, je te remercie bien gros, Steve. Ça me fait plaisir. Puis... bonne chance pour l'année 2015. Merci beaucoup, puis beaucoup de succès. Merci beaucoup. OK, bonne journée, au revoir. Au revoir. À présent, mesdames et messieurs, si vous avez le goût de jouer aux touristes, vous pouvez le faire chez nous, dans la région. On n'est pas obligé. Québec, c'est beau. Hein? C'est beau aller en Nouvelle-Écosse, ou au Mexique, ou ailleurs, mais on peut jouer aux touristes également chez nous, parce que souvent, on connaît moins chez nous qu'ailleurs. Et pour nous parler d'un service qui est offert par une compagnie ici à Ottawa qui s'appelle Lady Di, j'ai le plaisir de vous présenter Diane. Bonjour Diane. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon. Fait que Lady Di, je regardais ça là. C'est Lady Dive. Dive, pas Dive. Oui. Dive. Oui. C'est un amphibus. C'est un amphibus. Ça fait 15 ans qu'on est l'entreprise existe. La compagnie, elle est située à Ottawa. Oui. Et nos tours partent de la ruelle Guinness Park à Ottawa. On a des touristes qui viennent de partout à travers le monde. Et on a beaucoup aussi qui viennent de la région. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des gens des alentours. Il y a 4 ans, on a acquis la compagnie Greyline. D'accord. Fait que, en faisant l'acquisition de cette compagnie-là, on a décidé d'acheter des autobus flambant neufs. Alors, on était les premiers à Ottawa à avoir des autobus à 2 étages flambant neufs, à toit ouvert. Puis, les tours partent aussi de la rue Elgin. Puis, ça roule du début mai, du 1er mai, aller au 15 octobre à peu près. Il y a combien de trajets pendant une journée? L'amphibus, on fait au moins 7 trajets par jour. Je suggère vraiment à tous les gens de réserver parce qu'on a seulement un. Puis, je ne voudrais pas que les gens arrivent et on vous dise, ben c'est complet. Alors, vous pouvez appeler en tout temps à la compagnie Lady Dive. Le numéro est le 613-524-2221. On va se faire un plaisir de réserver vos sièges.
Puis les bosses à 2 étages aussi, vous pouvez les acheter en ligne comme que vous pouvez appeler et réserver. Est-ce qu'il y a un site web où les gens peuvent aller voir des expériences que des gens ont vécues avec le service d'autobus? Oui, vous pouvez aller sur TripAdvisor. Eux autres, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont été le faire. Sur notre site Internet, nous, c'est Amphibus Lady Dive. Vous pouvez aller sur Grey Line Ottawa. Fait que l'information est toute là. Est-ce qu'il y a différents trajets qui vont aller présenter aux gens différents points d'intérêt ou est-ce que vous les faites tous? On fait différents. Avec l'Amphibus, c'est un tour qui dure 1 heure. C'est 40 minutes sur la terre puis 20 minutes sur la rivière des Outaouais. Puis on a un guide à bord qui va vous expliquer tous les sites historiques. Mais avec les bus à 2 étages, les gens, le billet n'est pas rien bon pour un tour. Il est bon toute la journée. Fait que ça donne la possibilité des gens d'embarquer et de débarquer, d'aller visiter des musées, d'aller visiter la maison du premier ministre, tout ce qu'il y a à voir à Ottawa. Là. On fait aussi le Festival des Tulipes. Vous allez pouvoir les voir en chemin. On fait le lac d'Or, on fait le marché bail. Fait que, puis en plus, à partir de cette année, on a mis les autobus sont équipés d'un système multilangue. Fait qu'on a jusqu'à 8 langues à bord, mais il y a toujours le guide qui est là, pareil, qui va parler français, anglais. On est une compagnie française, puis on est fiers de l'être. Fait que, on est établi depuis 15 ans, là. Ça va très bien. Et votre site web, c'est quoi l'adresse? C'est Amphibus Lady Dive ou Grey Line Ottawa. Parfait. Donc, là-dessus, je te remercie, bien gros. Bien, ça a fait plaisir. Et on va te souhaiter un été où tu vas être achalandé comme ça n'a jamais été. Oui, j'espère que vous allez pouvoir venir nous voir. Merci beaucoup. Merci. On est à un service légal, mais paralégal. Je pense que ce serait la façon de dire correctement en français. Oui, bien, c'est parajuriste en français. Parajuriste. Parajuriste. Et cette compagnie-là, que je ne sais pas si tu es la propriétaire. Oui. Oui, et ton nom est? Mélinda Raymond. Bonjour, Mélinda. Bonjour. J'aurais dû te demander cette question-là avant. Et c'est quoi les services offerts par votre firme? Ma firme paralégale, parajuriste, dans le fond, on offre les services pour la Cour des petites créances, tous les tribunaux en Ontario qui comprend les infractions du code de la route, les offenses provinciales comme les bylaws, le fire code. On offre aussi les petites offenses criminelles sommaires, ça veut dire toutes les offenses criminelles en bas de 6 mois d'emprisonnement ou 5 000 $ d'amende. On offre aussi les services pour on fait des contrats, ce qui est de l'emploi, les normes d'emploi. On s'occupe aussi de travailler aussi avec les personnes sur les normes d'emploi. Si quelqu'un a une dispute avec un voisin aussi, on s'occupe de la location immobilière, la commission de la location immobilière. Alors, on se présente en cour ou devant les tribunaux pour défendre un des deux parties. Et il y a combien de personnes qui travaillent dans votre firme? En ce moment, j'ai moi qui travaille dans ma firme, puis j'ai une associée qui va être ici avec moi demain. Elle s'occupe de certains dossiers. Moi, de mon côté, je prends d'autres dossiers. Alors, on travaille en équipe ensemble, on fait notre recherche ensemble, puis on monte les dossiers ensemble. Puis à la suite de ça, une de nous se présente à la cour pour défendre la personne qui retient nos services. Et vos services sont bilingues, j'imagine? Oui, j'offre les services bilingues, autant en français qu'en anglais. Mon associé est plus anglophone que francophone, mais moi, je viens du Québec. Alors, mon français est beaucoup mieux que le sien. Alors, c'est ça, on offre tous les services dans les 2 langues pour l'Ontario. Et votre formation pour arriver là, c'est quoi? J'ai fait une formation collégiale dans une école qui est accréditée par le Barreau du Haut-Canada. À la suite de ce cours-là, j'ai fait un examen au Barreau du Haut-Canada pour avoir une licence, parce qu'on doit être licencié pour être parajuriste. C'est comme les avocats, on doit renouveler cette licence-là chaque année. Et en plus, on a des cours à suivre, un certain nombre de développements professionnels à suivre par année pour pouvoir garder notre licence. Puis on a des rapports aussi à fournir au Law Society de notre business, de notre entreprise pour rencontrer leurs critères. OK. D'accord. Et le taux horaire
pour les services d'un parajuriste, c'est combien à peu près? Ça dépend toujours des dossiers. Moi, à mon entreprise, ce que je fais, c'est que j'ai établi un forfait fixe. Alors, chaque dossier a un forfait fixe. Comme ça, c'est pas à l'heure. Alors, il n'y a pas de surprise pour le client d'avoir une grosse facture à la fin du dossier. Ça varie selon le dossier. Ça veut dire qu'à la Cour des petites créances, bien, ça va être un peu plus dispendieux que juste aller en avant de la commission immobilière pour défendre un locataire ou un propriétaire. Alors, les prix vont varier, mais c'est plus abordable qu'un avocat parce qu'un avocat va charger entre 2 fois le prix de ce que nous autres, on va charger. Et il n'y a pas, comme tu mentionnais, il n'y a pas de surprise comme tant d'appels téléphoniques, puis tant de petites lettres, puis tant de ci, puis tant de ça. Non, c'est ça. Dans mon cas à moi, ce que je fais, c'est qu'en offrant un prix fixe, la personne, si elle appelle, si elle envoie des courriels, c'est tout inclus. Mes frais légaux sont tout inclus dans le prix fixe. Mais s'il y a des frais de cours à payer ou tout ce qui appelle les déboursements dans un dossier, les frais de poste, quoi que ce soit, ça, normalement, ça va être chargé au client. Mais ils sont toujours avisés quand on fait remplir la demande de retainer, qu'on appelle en anglais. Quand on fait remplir ce document-là, c'est mentionné que ces choses-là sont en extra, puis je discute toujours avec le client de ce qui peut s'attendre. D'accord, bon, je te remercie bien gros. Bien, je te remercie moi aussi. Mais avant de te laisser, c'est vrai. Oui. Excusez, il faut que je dégage ce chat-là. Vous êtes situé où? Moi, je suis située sur la rue Charon à Rockland. Le bureau se trouve être dans mon sous-sol. Alors, c'est le 377 rue Charon. Puis mon sous-sol a été converti au complet pour accueillir ma clientèle à la maison chez moi. Et ton numéro de téléphone pour te rejoindre, adresse courriel, site web, c'est quoi? Le numéro pour me rejoindre, c'est le 1-844-446-9124. L'adresse courriel, c'est info@commercial-rockland paralégal avec un s.ca ou le site web, c'est www.rocklandparalégal avec un s.ca. Bon, merci beaucoup. Bien, je vous remercie. Et bonne chance. Merci. Mesdames et messieurs, lorsqu'on vient à une expo comme celle de Clarence Rockland, on rencontre toutes sortes de personnes. Des personnes intéressantes, d'autres moins intéressantes, mais des fois des personnes que vous avez vues dans vos salons. Oui. Des fois, ça fait quelques années que vous avez vues dans vos salons. Vous vous souvenez peut-être pas d'eux, comme moi. Mais c'est pas grave. Fait que j'ai le plaisir, là j'ai oublié son nom, fait que il va être obligé de se nommer lui-même, parce qu'il était, je sais que son nom de famille c'est Parent, mais son premier nom, il m'échappait. Yvon. Yvon, c'est pas Yvon Tessier, c'est Yvon Parent. Et Yvon, toi, tu avais une émission à TVC 22, tu parlais de 13 émissions que tu as fait en tout, à peu près? Oui, environ. Robert il est capable de... Ouais, c'est ça. Je sais même pas s'il y a encore le bêta qui était dessus, là, ou le VHS. Le problème, c'est qu'il l'a peut-être encore, mais il ne peut pas le lire. Oui, ben c'est ça. Il n'y a rien qui est capable de lire ça. Ouais, ça s'appelait Between the Lines, là. Between the Lines. Ouais, je montrais les enfants comment dessiner, puis j'avais bien du fun. C'était bien le fun. Ouais. Puis là, t'es passé de starving artist, comme tu le disais tantôt, à la rénovation. Oui, à la rénovation. La rénovation extérieure. Oui. Les fenêtres, le siding, l'insulation, tout ce que le monde a besoin aujourd'hui pour l'aider à sauver de l'argent pour le futur. Là, ça, c'est comme tu achètes quelque chose, tu veux que ça dure longtemps, bien c'est ça qu'est-ce que je vends. Ouais. Puis le nom de la compagnie, c'est... Rénovaction. Rénovaction. On est situé à Orléans. D'accord. Oui, puis ça fait, on a au-dessus de 35 ans d'expérience. On connaît nos affaires, puis c'est pas de sous-contracteurs, c'est tous des contracteurs qu'on utilise comme emploi. Payé à l'heure. Payé à l'heure. La vieille manière, la bonne manière à faire l'ouvrage. Et il y a combien d'employés dans cette compagnie-là, à peu près? Là? On est une douzaine d'emplois, puis c'est tout qu'on a besoin. On garde notre overhead basse pour garder les finances pour le monde qui a besoin de la bonne ouvrage faire, puis ça sauve des sous. Ça sauve des sous. Oui, c'est ça. Et vous faites portes et fenêtres, faites-vous autre chose? Parce que portes et fenêtres, très haute qualité. On fait des decks, composite deck. On fait pas mal tout extérieur, aluminum roof, steel roof.
Très haute qualité, tu as 50 ans garantie sur notre toit à aluminium. Tu as 30 ans sur la peinture, tu as 40 ans transférable. Je peux aller tout en détail, mais c'est non pro. Il n'y a pas de proration dessus, c'est tongue twisters. Ton français, je suis sûr que c'est amélioré. Un petit peu mieux que, c'était quoi, 91, j'avais de la misère. Hey there! By Garf? Ouais. Ben c'est ça. Je m'amuse beaucoup dans la rénovation. J'ai fait mes études dans la rénovation. Comme tu as dit, Starving Artist, c'est Starving Artist. Mais là, je le fais encore quand même. À Rockland, le monde qui me connaît à Rockland, j'en fais encore, mais c'est juste part-time. C'est bien le fun. Je peinture des chars, je peinture des bicycles à gaz. Je fais des murales. J'ai bien du fun. Bravo. Les gens, pour rejoindre Renovation Action... Rénovation, oui. Rénovation, comment est-ce qu'ils le font? Téléphone, site web? Ah oui, tiens, une minute, je vais te lire ça. Une minute, j'ai juste ça ici, hein? Je suis bon, hein? Je suis toujours préparé. C'est Rénovation, puis le numéro d'office, c'est 613-424-4245. C'est 424-4245. Puis il va tout arranger ça. On va venir, on va faire un estimé gratuit. Puis moi, je suis un gros jaseur, ça. J'espère qu'ils ont un bon café pour moi quand j'arrive. Ah. Le site web, c'est rénovation.ca. CA. Not CA. CA. Parfait. Ben, je te remercie bien gros. Oh, il n'y a pas de problème. À la prochaine. Une bonne journée, le monde à TVC. Là, ça fait une secousse. Ciao, ciao. C'est pas un secret. Au mois d'octobre 2015, au niveau fédéral, il est censé avoir des élections. Les gens auront la chance de se prononcer s'ils veulent renouveler un mandat pour le gouvernement actuel ou en nommer un autre, ou changer d'un gouvernement majoritaire à minoritaire. Le temps le dira. Mais, entre-temps, c'est le fun. C'est intéressant de rencontrer qui sont les candidats, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de nous présenter comme plateforme et pourquoi ils se présentent. Et dans cette optique, j'ai le plaisir de vous présenter Francis Drouin, le candidat pour le Parti libéral du Canada. Bonjour Francis. Bonjour Jacques, ça va bien? Excellemment bien. Une belle journée ensoleillée. Oui. On est entouré de belles personnes, de bonnes personnes et on a la chance de jaser avec toutes sortes de monde, puis c'est ce que je trouve stimulant. Oui, mais je pense que ça donne une bonne plateforme, surtout l'exposition de Rockland, ça donne une bonne plateforme pour parler avec plein de gens, puis discuter. Puis j'ai eu des très bonnes discussions aujourd'hui. Les gens, j'ai parlé à beaucoup de gens, puis ils veulent, je sens que les gens veulent du changement. Ils veulent du changement au niveau du gouvernement? Au niveau fédéral, oui. Les gens sont tannés de M. Harper. Je l'ai entendu souvent aujourd'hui. Mais, je veux dire, je ne fais pas beaucoup de partisanerie aujourd'hui, mais ça vient juste de parler avec les gens, m'introduire, parce qu'on ne me connaît pas, me présenter. Fait que c'est une bonne opportunité pour parler. Puis demain, ça va être encore une bonne opportunité de faire la même chose. Et les gens, est-ce qu'ils t'ont parlé de politique qu'ils aimeraient voir en place ou des choses semblables, ou si c'était plus une opportunité pour te présenter qui tu étais, toi, Francis Drouin? Écoute, j'ai eu des gens que je me suis juste présenté, puis il y a des gens qui se sont embarqués un peu plus dans les discussions. Puis on est à Rockland, la 1774, c'est un enjeu majeur. Puis moi, mon message, c'est ça prend de l'argent. Puis oui, le fédéral, le provincial a donné de l'argent, mais ça va coûter beaucoup plus cher que 40 millions que le provincial, le fédéral ont déjà donné. Donc, ça prend un programme d'infrastructure qui va être là, mais que la municipalité, les deux municipalités soient prêtes à aller de l'avant avec l'élargissement. Oui, c'est sûr, parce que la semaine prochaine, on est censé avoir un rapport final avec les recommandations des gens qui ont fait l'étude environnementale. Donc, et ça se pourrait que ça soit retardé jusqu'en 2031. Mais selon si la recommandation auquel il nous faisait part en février est recommandée, la Ville d'Ottawa, elle pourrait, dans son échéancier, ce serait 2031 à cause des coûts rattachés à ça. C'est ça, exact. À moins que le gouvernement fédéral et provincial y mettent beaucoup plus de sous. Exactement. Puis moi, comme candidat fédéral qui représente le Parti libéral,
c'est pas quelque chose qu'on a caché. M. Trudeau a dit à maintes reprises que l'infrastructure, c'est quelque chose que nous allons proposer au lieu d'investir peut-être 2,2 milliards de dollars dans un crédit d'impôt pour des familles qui n'ont peut-être pas besoin. Puis, je pense que l'infrastructure, c'est quelque chose qu'on aurait peut-être plus besoin en ce moment, maintenant. Surtout que l'économie ne va pas aussi bien qu'on le voudrait qu'elle aille. Exactement. Ouais. Toi, qu'est-ce qui... Je sais que tu as travaillé pour différents candidats, différents représentants au niveau provincial et fédéral, je crois. D'où vient ton intérêt pour la politique fédérale? Bien, j'ai toujours eu l'intérêt dans la politique. Je ne savais pas si je devrais servir au niveau municipal ou provincial ou fédéral. Mais un des éléments majeurs pourquoi j'ai décidé de me présenter au fédéral, c'est parce que je trouve que la jeunesse ici dans notre comté, on n'a pas des opportunités d'emploi. On va à Ottawa ou à Montréal avoir une éducation, mais quand on ne revient pas ici. Puis c'est juste en m'assisant avec quelques amis à Ottawa, puis je disais, il n'y a pas personne de chez nous qui est revenu dans notre coin. Donc s'il n'y a pas personne qui prend la relève, qui va le faire? Donc ça, c'était une des raisons majeures pourquoi je me suis présenté. Puis l'autre raison, c'est que je ne suis pas d'accord en ce moment avec les décisions de M. Harper. Je pense qu'on est capable de faire mieux, puis on doit faire mieux. Puis notre région a besoin d'un coup de pouce pour faire rouler l'économie. Puis au niveau national, on le voit qu'on a de la misère avec le produit intérieur brut qui a pris du recul au mois de janvier. Donc, M. Harper dit qu'il fait beaucoup de choses pour l'économie, mais la rhétorique ne fonctionne pas avec ce qui se passe vraiment dans la réalité. D'accord. Ouais. Et quel changement de politique est-ce qui est nécessaire pour que ça se mette à fonctionner encore une fois? Bien, tous les économistes, la Banque mondiale, l'IMF, sont tous d'accord pour dire qu'une chose qu'on pourrait faire tout de suite maintenant, ce serait d'investir dans nos infrastructures. On sait à Rockland, Hawkesbury, Castleman, Embrun, tous nos maires, ils demandent qu'on fasse des investissements dans les infrastructures maintenant. Les maires des grandes villes le demandent maintenant. Ça crée de l'emploi, puis ça pourrait stimuler l'économie. Donc, quand je regarde le programme d'infrastructure en ce moment du gouvernement fédéral, il y a seulement 200 millions de dollars disponibles dans l'enveloppe cette année pour le Canada entier. Je ne pense pas que c'est assez pour faire une grande différence puis afin de stimuler l'économie. Non, parce que 200 millions au niveau du Canada, c'est une petite goutte d'eau. Ça coûte beaucoup d'argent. C'est ça, c'est une petite goutte d'eau. Puis ils aiment ça faire des grandes annonces, mais ça ne fait pas un gros impact. Selon le Parti libéral et toi, ça prendrait un investissement de combien de la part du Parti libéral? Écoute, ou du gouvernement, dans le fond? On n'a pas parlé de chiffres encore, mais ce que nous savons, c'est qu'on a 2,2 milliards de dollars à jouer avec une marge de manœuvre parce que nous allons annuler ce crédit d'impôt-là. Donc, on n'a pas eu la discussion encore à ce que nous allons faire, combien d'investissements qu'on va faire. On a eu la discussion, par exemple, que des plans de pension comme OMERS pourraient jouer un rôle en termes de financer l'infrastructure. Donc, le secteur privé pourrait jouer un plus grand rôle. Puis, on le voit avec OMERS, ils font des investissements de l'autre côté de l'océan. Donc, ils pourraient jouer ce rôle-là, puis un rôle plus stratégique dans nos infrastructures. Mais le montant en tant que tel, on ne l'a pas parlé encore, mais c'est beaucoup plus que qu'est-ce que ça prend maintenant. Les maires des villes principales du Canada qui se sont réunis les dernières années, et pas seulement qu'une fois, disent que ça prend une stratégie à long terme, justement, pour le renouvellement des infrastructures, que le gouvernement provincial et aux provinciaux, dans le fond, et le gouvernement fédéral doivent travailler de pair et arriver avec une politique sur laquelle ils peuvent compter pour plusieurs années. Et on ne parle pas seulement que de comme 2 milliards dans un an. Il faut qu'il y ait des 2 milliards ou des montants considérables pendant un certain nombre d'années. Est-ce qu'il y a eu des discussions à l'intérieur du Parti libéral à cet effet-là? Écoute, c'est du financement prévisible. Donc, on sait sur la taxe de l'essence, c'est plus prévisible à savoir est-ce qu'on peut... les maires savent à quoi s'attendre. Donc, je pense en ce moment, parce que le programme fonctionne de façon à ce que chaque maire doit appliquer pour leur municipalité pour un projet. Puis c'est la formule 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. C'est certainement qu'on a eu cette discussion-là. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la sortir dans notre plateforme quand elle va sortir probablement cet été, à un moment donné, plus près de l'élection. D'accord. Ouais. Mais en tout cas, je te remercie bien gros, Francis. Oui, parce ça fait plaisir. Je suis convaincu qu'on va avoir la chance de discuter
en plus grande, en profondeur plus profonde. Oui. De tous les politiques qui sont soit en réflexion ou sont plus mûries et prêtes à être annoncées. C'est sûr que si le chef ne veut pas que ce soit annoncé, tu ne peux pas le faire. On comprend ça. Ben oui, écoute, M. Harper n'avait pas sorti sa plateforme électorale 8 mois avant l'élection, donc on garde nos cartes, mais c'est certainement qu'on va présenter un plan qui va être crédible avec et on va démontrer que comment c'est financé. Oui, ça c'est très important. Oui. Oui. Car on a l'Ontario avec un déficit, puis il ne faut pas que le fédéral en fasse pareil. Non, c'est ça. Puis ça prend de la croissance économique aussi. Oui, exactement. C'est ça. Donc, j'ai hâte d'avoir une grande discussion avec toi, de m'asseoir avec toi à l'entour d'une table pour justement avoir une vision de l'avenir de où notre pays devrait aller. Oui, ça va me faire plaisir, Jacques. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci. Bye-bye. Jamie Williams of Backyard Paradises. Well, what's the name of your company? It's Legault Greenhouses in Hawkesbury, Ontario. And you provide everything from the greenhouse to the gardening to now the latest craze, which is pergolas. Yes, absolutely. We produce all of our own annuals and vegetable plants, and we offer services from landscaping to interior decor, exterior decor, Unistone, you name it, we do it, we make it happen. Well, it's amazing because even with our very short summers, people are just so fascinated about making their backyards into an absolute paradise. Well, of course. Who doesn't love being outside? We want to enjoy the sun. We want to enjoy it while it lasts. Especially living in Canada, it's so short. We have to have our paradise outside. That's for sure. That's for sure. So this is a family-owned business. Yes, it's a family-owned business for over 50 years now. It started with Mr. Legault and bought by the younger Mr. Legault, and eventually will be bought by the youngest Mr. Legault, Pascal. We like that in this area. We like family businesses. Absolutely. We like it when generations succeed and pass on the words, and then when something like this, oh yes, that was built like 50 years ago by the company that's coming to service it today. Oh yes, and it was really built from the ground up. They really started from their backyard. They started producing vegetables, selling at Byward Market in Ottawa. They still sell at Byward Market every fall. So it's nice to see the generations carrying it through. So you married into this family? No, I haven't. I've been working with them now for 6 years. Okay. I started part-time and I fell in love. I fell in love with the family, the concept, the greenhouses, and I just couldn't leave. No. Well, it's hard work, but it's also very productive and it's going to keep going forever. Now, if somebody wants to get in touch with you, we've got the information posted on the screen, but this concept of this pergola, which is what kind of caught my attention, it's really quite unique. Where do you buy your equipment? This is a company based out of Quebec. We design them start to finish. Each piece is made on measure. So we have to really take your measurements and your specifications. You really choose what it is you want. So the parts are all manufactured in Quebec. It's all local. It's a really interesting concept, and we're the only ones to have them as it is in Ontario. They are really unique. And I guess it means that everybody's backyard is their kingdom once Natura or Legault comes knocking at your door. Absolutely. Like I said, you choose what you want, and we really make it happen start to finish. Great. Thank you very much, Jamie. Thank you. Now we're switching to martial arts, another form of health. We've gone to teeth, we've gone to air conditioning, and now we're going into something a little bit more demanding. You really have to put a lot of yourself into this, and I'm here to talk about martial arts, the Ottawa Academy of Martial Arts with Kyle Payan, who is a regular member and one of the administrators at the front desk, so he can tell us all about it. So Kyle, how long have you been doing martial arts? I've been doing martial arts. I've started ever since I was 6. And I started off with karate. However, doing karate, I felt like it wasn't really my thing. So then I moved up to doing kickboxing. I really like kickboxing, and I trained somewhere in Ottawa. And then I moved into Wendover, and from Wendover, there's a little gym in Rockland, and it's called the Rockland Academy of Martial Arts, and I found about it over the internet, and ever since I've been training there for about almost a year and a couple months, and I just absolutely love it. I train every single day. I do the Muay Thai program and also the Brazilian Jiu-Jitsu program, and then I train every single day
from Monday all the way to Saturday for about an hour and a half to almost 2 hours a night. Sometimes even 3 hours, depending. And also, I also teach the kids Japanese Jiu-Jitsu. It's always a blast. We always have fun. It's always great vibes. The kids always learn have self-respect, and also to show others how to respect too. And the kids always have a blast. Are these the kids who come from the school program, or these are the kids whose parents bring them in the evening? So we do have the after-school program where we pick them up from school. We drive them to the dojo, and then from the dojo they either do their homework, and then they can also watch movies. And then we also do an hour of jiu-jitsu lessons, and then the parents pick them up from, at 5:30. And then after 5:30 we have our Samurai Kids or our Tiny Tigers program, where we have kids learning the jiu-jitsu program. So sometimes the kids are involved in the after-school program and Samurai Kids. It all depends on whether or not they like it or not. So Kyle, you have come to the point where you can enter competitions as well. Do you find those very satisfying, motivating? I love competing. I compete in Brazilian Jiu-Jitsu, and I also have done a couple of Muay Thai in-houses where it's like in-house is basically like a competition within the dojo. So we have 5 different locations across the city. We have 4 locations in Ottawa and also 1 location in Rockland. We're located on Carleton Place, Carling, Canada, Saint Laurent, and also Rockland. So an in-house, basically all of the people in there would compete against each other. We don't go too hard on each other. We like to keep it nice and fair, just because it's we're all basically like a second family. We all train together. It's like and also our slogan is organized like a team, fighting like a family. So I really find that we are kind of like family because we all support each other. There's always someone competing somewhere in the world. Like right now, our manager, Fred Stonehouse, he's down in Abu Dhabi competing in one of the biggest Brazilian Jiu-Jitsu tournaments out there. Oh, way to go, Fred. I hope he does well. Yes, hopefully. He's supposed to be fighting on Thursday. Do you get to watch him on TV, on internet? I'm not too sure if there will be live streaming of that. Hopefully, I like to see him compete, but he's been competing like crazy lately, and he's doing super good. He's actually won 3 of these belts right here, and he's also won those medals down there. And also one of our other fighters, Taylor McClatchy, she's won this belt right here. Oh, wonderful. And all this happening in our little town of Rockland. Little town of Rockland. So many gems, so many surprises. Exactly. Thank you so much, Kyle. It was a pleasure talking to you. Yeah, that was awesome. Thank you. La santé, c'est aussi dans la tête que ça se passe.
c'est apprendre à cultiver une bonne estime de soi, à tisser des liens solides avec les autres et à affronter les chocs de la vie avec philosophie. Accepter un compliment, méditer ou exprimer ses émotions peuvent protéger notre santé mentale et cultiver notre bonheur au quotidien. Fais ton petit bonheur de chemin. Un message de l'Association canadienne pour la santé mentale. Une moto construite au Canada en 1914. Dans le temps, elle était plus vendue que la Harley Davidson. Imaginez-vous donc la montée sur une route de terre à cette époque. La signalisation est omniprésente sur nos routes. Elle nous transmet une quantité considérable de messages que nous décodons pour la plupart automatiquement sans effort conscient. Peut-être aussi oublions-nous quelquefois sa véritable raison d'être. Pourtant, à la base, le raisonnement est simple. La raison d'être de la signalisation, c'est avant tout pour éviter ça. Si on enlevait la signalisation, la circulation routière deviendrait rapidement chaotique. La signalisation est un mode de communication visuelle qui nous indique comment utiliser la route en toute sécurité. Pour cela, elle utilise 3 moyens principaux: les panneaux, les feux de circulation et les marques sur la chaussée. Au Québec, actuellement, plus d'1 demi-million de panneaux de 400 modèles différents sont répartis sur environ 70 000 km de route. De plus, près de 5 000 feux de circulation et feux de piétons sont installés dans les principales agglomérations urbaines. Enfin, si on mettait bout à bout toutes les lignes sur la chaussée qui font partie, elles aussi, de la signalisation, on obtiendrait une longueur d'au moins 100 000 km. Plus de 2 fois le tour de la Terre. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. C'est en Angleterre, en 1868, que l'on peut voir le premier système de signalisation adapté à la circulation routière. Évidemment, il s'agit là de l'ancêtre des feux de circulation. Par la suite, à Détroit, en 1910, on introduit la couleur. D'abord le rouge et le vert. Puis, à New York, 3 ans plus tard, les couleurs que nous utilisons encore aujourd'hui. Au Québec, on suit le courant nord-américain. Mais left et right, pour dire droite et gauche, c'est pas l'idéal pour tout le monde, en particulier pour ce monsieur-ci, J. Omer Martineau. Dans les années 20, il est adjoint à l'ingénieur en chef au ministère de la Voirie et il invente ici, au Québec, la signalisation symbolique. Alors que le Québec jalonne graduellement ses routes de nouveaux panneaux et de lignes sur la chaussée, l'idée de J. Omer Martineau fait le tour du monde pour devenir, en 1949, à Genève, un principe mondial. J. Omer Martineau avait bien compris qu'une image vaut 1000 mots et qu'elle traverse les barrières linguistiques. Aujourd'hui, près de 90% de nos panneaux comportent des pictogrammes ou des symboles. Mais pour qu'un symbole en soit vraiment un, il faut que tout le monde comprenne la même chose en le voyant. Ça, c'est le rôle de Transport Québec, tel que le législateur l'a prévu au Code de la sécurité routière. Au Québec, toute signalisation routière est réglementée. Il s'agit d'une exception en Amérique du Nord. Ainsi, Transport Québec a pour mandat d'assurer une signalisation homogène et familière
qu'elle soit sur une autoroute, dans les limites d'une municipalité ou aux abords d'un chantier sous la responsabilité d'un entrepreneur privé. Il en va de la sécurité des usagers. En fonction des besoins de la gestion de la circulation et selon les conventions internationales, le ministère établit donc les normes quant aux formes, aux couleurs et au lettrage et détermine les sites d'installation, les dimensions et le contenu. Il s'inspire de ce qui se fait ailleurs, adapte, améliore, il innove, fait des essais, analyse. Enfin, il consulte diverses personnes ressources et la population afin de s'assurer que le système de signalisation sera efficace, c'est-à-dire compris par tous. Bref, tout pour ne pas se retrouver avec quelque chose comme ceci. Comme pour tout code ou pour toute langue, la signalisation possède un vocabulaire et une grammaire. Aussi, les 400 différents modèles de panneaux sont codifiés uniformément partout en Amérique du Nord. D'abord, ils appartiennent tous, à quelques exceptions près, à une grande famille qui se distingue par sa couleur et qui détermine son importance au point de vue de la sécurité. Ensuite, certaines formes particulières viendront préciser davantage leur signification. Certains panneaux sont strictement indicatifs. Ce sera le cas, par exemple, des panneaux bruns qui indiquent la proximité d'équipements touristiques publics ou de points d'intérêt géographiques. Les panneaux bleus annoncent les équipements touristiques privés, de même que les services d'essence et de restauration. Les panneaux verts prennent déjà plus d'importance pour les usagers de la route. Ils indiquent les destinations, les lieux, les distances et la route à suivre. Les deux couleurs suivantes nous donnent aussi de l'information, mais ici, attention, elles commanderont aussi des actions spécifiques de la part des conducteurs. Leur sens premier est danger. D'abord, le jaune. C'est la couleur des dangers particuliers et permanents que recèle la route où se trouve l'usager. Et si les panneaux prennent cette forme, c'est pour l'avertir des dangers potentiels. Le conducteur devra alors redoubler de prudence. D'ailleurs, le jaune a été choisi parce que c'est la couleur qui est la mieux perçue à distance. Et si le panneau prend cette couleur, l'orange, c'est qu'il avertit lui aussi des situations potentiellement dangereuses, mais temporaires cette fois-ci. Les travaux routiers. Cette couleur, tout comme le jaune, est aisément perceptible à une grande distance. Le blanc est réservé aux panneaux de prescription. Ceux-ci ont moins pour objectif d'informer que d'indiquer au conducteur un comportement particulier, une règle de conduite en fait, et ce, toujours pour la sécurité de tous. Au besoin, il signifie précisément une obligation ou une interdiction. C'est le cas lorsqu'un pictogramme est entouré d'une couronne verte ou rouge. Si la couronne est verte, l'action représentée par le pictogramme est obligatoire. Et si elle est rouge, l'action est interdite. Enfin, la signalisation de prescription inclut certains panneaux de couleurs et de formes particulières. On reconnaît entre autres le panneau d'arrêt octogonal, le panneau triangulaire qui oblige à céder le passage, celui qui indique le début d'une zone scolaire et un sens unique. En résumé, une couleur, une forme et un symbole. Un langage simple qui se comprend facilement et rapidement et qui n'a qu'un seul but, la sécurité des usagers de la route. Un autre moyen de signalisation familier, les signaux lumineux. Ils présentent deux avantages majeurs, leur grande visibilité et la possibilité de modifier ponctuellement le message qu'ils transmettent aux automobilistes. On connaît bien les feux de circulation verticaux et horizontaux classiques. À ce sujet, il faut noter que le vert, le jaune et le rouge sont toujours disposés de la même manière. Cependant, pour les feux horizontaux, on remarque que des formes s'ajoutent aux couleurs. Les feux rouges sont carrés et d'ailleurs doublés. Les feux jaunes sont en losange, une forme qui rappelle, ne l'oublions pas, le danger. Et les feux verts sont circulaires. L'ajout des formes facilite la lecture des feux aux conducteurs qui ne peuvent distinguer ou qui confondent les couleurs. Il y a aussi les feux d'exploitation des voies. Ici, le code diffère quant à la forme pour faciliter les changements de sens de la circulation sur des voies réversibles. Le X rouge signifie que la voie est fermée à la circulation ou exclusivement réservée au trafic venant en sens inverse.
La flèche jaune clignotante, toujours à l'horizontale, oblige le conducteur à changer de voie immédiatement dans la direction qu'elle pointe, et une flèche verte à la verticale qui pointe vers le bas indique une voie autorisée. Les feux destinés aux cyclistes empruntent leur forme et leur disposition aux feux verticaux standards. Ils sont toutefois dotés d'un pictogramme de bicyclette afin de préciser que le message s'adresse seulement aux cyclistes. Quant aux feux pour piétons, ils ont un code particulier. Un pictogramme blanc de piéton signifie que la voie est libre et que l'on peut traverser. La main orange clignotante avertit les piétons qui ne sont pas encore engagés dans l'intersection qu'ils n'auront pas le temps de traverser. Quant à la main orange fixe, elle commande aux piétons de ne pas traverser. Les feux de réglementation de stationnement sont simples. Allumés, ils avisent que le stationnement sera interdit dans une zone précise. Éteints, ils renvoient le conducteur à la réglementation régulière indiquée sur les panneaux. Il y a finalement les feux de passage à niveau ou de travaux. Dans ce dernier cas, les feux pourront être fixés sur des véhicules et être mobiles. Enfin, le dernier moyen de signalisation que nous rencontrons est le marquage au sol. Le code est simple. Les lignes sont blanches ou jaunes, continues ou discontinues. Lorsqu'elles sont blanches, elles séparent les voies d'une chaussée à sens unique. Jaune, elles séparent les voies de sens contraire. Discontinues et blanches, elles permettent le passage d'une voie à l'autre. Discontinues et jaunes, elles peuvent être franchies seulement si la voie en sens inverse est libre. On rencontre souvent d'autres marques sur le sol qui complètent l'information transmise par les panneaux de signalisation. La flèche de direction, la bicyclette pour indiquer une voie cyclable, la macle blanche pour une voie réservée à un type de véhicule, les véhicules pour le transport en commun par exemple. Dans ce dernier cas, la voie réservée sera aussi délimitée par une ligne discontinue double, blanche ou jaune. Ici encore, le jaune fait une distinction importante. Il signifie que les voies sont réversibles et qu'il faut s'attendre à voir à certains moments de la journée les véhicules de transport en commun circuler en sens inverse. Les marques sur la chaussée indiquent également aux automobilistes et aux piétons les endroits où ces derniers peuvent traverser. Si un passage pour piétons est indiqué par une série de blocs jaunes, c'est qu'il se trouve entre des intersections ou à une intersection où il n'y a pas de feu de circulation ni de panneau d'arrêt. Le piéton doit être prudent. La couleur jaune le souligne. Par contre, si le passage est marqué par des lignes blanches parallèles, c'est qu'il y a à l'intersection des feux de circulation ou des panneaux d'arrêt. Finalement, les lignes d'arrêt qui se trouvent aux intersections indiquent au conducteur la limite où le véhicule doit être immobilisé. Cet édifice est l'atelier de fabrication des panneaux de signalisation de Transport Québec, le plus important en Amérique du Nord. Depuis 1966, tous les panneaux que vous voyez sur les routes, entretenus par le ministère, sont fabriqués ici. De nos jours, près de 300 000 panneaux de signalisation sortent de l'atelier annuellement. Surtout pour remplacer ceux qui sont endommagés ou pour améliorer tout simplement la signalisation déjà en place. La plupart des panneaux de signalisation sont faits d'aluminium et sont recouverts d'une pellicule réfléchissante selon une technique qui leur permet de durer 7 à 10 ans dans les conditions extrêmes qui prévalent aux abords des routes québécoises. La signalisation occupe tout le champ de vision, au-dessus de la route, sur ses côtés et au sol. Chaque panneau est installé sur les routes selon des directives précises du ministère, basées sur la visibilité du panneau et la perception du message. En outre, pour établir la dimension du panneau, il faut tenir compte de son lettrage, de son emplacement, de la vitesse des véhicules et du temps de réaction des conducteurs. De même, la pellicule réfléchissante dont chaque panneau est recouvert lui permet de briller lorsqu'il est éclairé par les phares des véhicules. D'ailleurs, pour éviter d'éblouir les conducteurs, les panneaux sont installés légèrement à angle, qu'ils soient à côté ou au-dessus de la chaussée. Pour les marques sur la chaussée, on utilise une peinture spéciale dans laquelle de minuscules billes de verre sont ajoutées pour qu'elles soient réfléchissantes, donc plus visibles la nuit. La signalisation déjà installée est révisée régulièrement et à chaque printemps, les marques sur la chaussée sont refaites. À l'exception du réseau routier supérieur, qui inclut les autoroutes et les routes principales, l'installation et l'entretien de toute forme de signalisation relèvent des municipalités qui doivent suivre les normes édictées par Transport Québec.
La sécurité passe par l'uniformité. La signalisation routière rend la route plus facile à utiliser et surtout plus sécuritaire. En fait, c'est non seulement une bonne idée, c'est aussi la loi. À cet égard, le Code de la sécurité routière attribue aux policiers la responsabilité de la faire respecter. La signalisation utilise un code simple et à la portée de tous. Il suffit d'y prêter attention. La route vous parle. Écoutez-la. En 1950, la plupart des gens rêvaient de fonder une famille, de conduire une Chevrolet peut-être, et d'habiter une jolie maison en banlieue. À l'aurore, les tirs de l'artillerie rompaient le silence. La Corée du Nord, communiste, envahissait la Corée du Sud. Les Nations Unies se portèrent à sa défense, regroupant les forces armées de 16 pays. La guerre était la dernière chose à laquelle pensait la majorité des Canadiens. Pourtant, plus de 26 000 hommes s'engagèrent volontairement. L'armée désire des hommes physiquement et mentalement aptes, célibataires ou mariés, spécialement autant de vétérans que possible de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas la guerre que les Nations Unies font en Corée. C'est une action policière destinée à prévenir la guerre. Les forces de l'ONU repoussèrent les Nord-Coréens de l'autre côté de la frontière. Puis la Chine intervint. Et la guerre empira. Certains n'appellent même pas ça une guerre. Mais bon sang, il y avait près d'1 million de soldats de chaque côté se faisant face. Ce n'est pas une action, ça c'est la guerre. Les Canadiens et leurs alliés livrèrent de sanglantes batailles en terrain montagneux et dans des vallées infestées par la guérilla. Ces combats se terminèrent le plus souvent par des corps à corps. Cela a pris 3 ans et plus de 3 millions de victimes provenant des deux camps avant qu'un cessez-le-feu soit signé. Chaque année, des anciens combattants se rendent sur le sol où leurs camarades sont enterrés. Des cérémonies et des monuments honorent les sacrifices que ces soldats ont consentis pour la liberté de la Corée du Sud. Aujourd'hui, les deux Corées ne sont ni en guerre ni en paix. Il s'agit de la plus longue trêve de toute l'histoire militaire. In minutes, a disaster can shatter a lifetime, leaving families without food, clean water, or shelter. Canadians want to help, but the wrong kind of help can make disasters worse. Distribution is a challenge. Toys and clothes clog up the system. Urgent relief can't get through. The right kind of medical supplies can save lives. The wrong kind just goes to waste. Give the right kind of help. Turn your donations into cash and give to experienced relief agencies. In minutes, disasters can shatter a lifetime, leaving families without food, water, or shelter. Canadians want to help, but the wrong kind can make disasters worse. Turn your donations into cash and give to experienced relief agencies. En quelques instants, une catastrophe peut ruiner toute une vie, laissant des familles sans vivre, sans eau et sans abri. Devant tant de souffrances, les Canadiens veulent aider, mais seule une aide adéquate profitera aux sinistrés. La distribution présente un défi. Les jouets et les vêtements risquent d'entraver les secours d'urgence. Il faut envoyer les fournitures médicales appropriées, sinon c'est du gaspillage. À la suite d'un sinistre, donnez la meilleure aide qui soit. Confiez vos dons en argent aux agences de secours expérimentées. J'avais des tonnes de problèmes. Le patron, la bonne femme, les enfants. Pire, je me sentais tout seul. Fallait boire pour aller mieux. Vous savez c'était quoi le vrai problème? L'alcool. Quand j'ai été à ma première réunion des AA, je savais pas trop ce qui se passait. Mais maintenant, un jour à la fois, j'aime être sobre. Si votre façon de boire vous inquiète, appelez-nous. Nous sommes les alcooliques anonymes et nous sommes tous passés par là.